Bien. Mes chers collègues, donc je vous prie d'excuser l'absence de la présidente Yael Braun-Pivet qui m'a donc demandé de la suppléer pour notre réunion du jour. Donc sous la 15e législature, notre comité a inscrit à son programme de travail à la demande du groupe Agir Ensemble une évaluation de la politique de prévention et d'indemnisation du phénomène de retrait-gonflement des argiles. Lors de sa réunion du 21 octobre 2020, il a été désigné M. Vincent Ledoux et M. Hubert Wulfranc comme rapporteurs. Et le comité a également décidé de solliciter l'assistance de la Cour des comptes sur le fondement de l'article L132-6 du Code des juridictions financières. D'ailleurs, les conclusions des travaux de la Cour lui ont été présentées le 15 février 2022 par Madame Annie Poder, présidente de la deuxième chambre. Au même moment, l'article 161 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration, dite loi 3DS, dont le sigle a d'ailleurs beaucoup bougé lors de l'examen de la dite loi, habilitait le gouvernement à réformer le code des assurances par voie d'ordonnance dans un délai d'1 an afin, je cite, d'améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti, donc du phénomène évidemment de retrait-gonflement des argiles. Sous cette mandature, lors de notre réunion du 20 octobre 2022, nous avons décidé de poursuivre l'évaluation de la prise en compte du phénomène de retrait-gonflement des argiles en nommant rapporteur Madame Sandra Marceau, ici présente, et Madame Sandrine Rousseau, ici présente aussi. L'ordonnance a été publiée le 9 février 2023, ce qui nous a permis d'en analyser évidemment les avancées et surtout, sans doute, les limites. Vous avez entendu donc les administrations ayant participé à l'élaboration de cette ordonnance, ainsi que l'ensemble des parties prenantes, associations d'assurés, assureurs, experts, etc. Et vous nous présentez aujourd'hui vos conclusions et propositions. Et sans plus tarder, je vous laisse donc la parole. Je ne sais pas qui commence, mais je vous la laisse. On va commencer par Madame Rousseau et chaque slide, en fait, on va intervertir. C'est parti. Eh ben, organisez-vous comme il vous semble plus efficace et comme vous en avez convenu. Je vous cède les micros. Merci. Alors, donc cette mission d'évaluation de la prise en compte du retrait-gonflement des argiles a été conduite et on a fait de nombreuses auditions, ça je pense qu'on peut le dire quand même, avec Sandra Marceau et moi-même. Et les nombreuses auditions que nous avons réalisées, et je remercie vraiment les administrateurs pour leur accompagnement tout au long de cette mission, ont révélé de nombreux problèmes et limites dans l'évaluation et dans l'indemnisation surtout des sinistrés de retrait-gonflement des argiles. Alors, première slide. Voilà, donc en fait là la carte de France que vous voyez, tout ce qui est orange et rouge est sujet à retrait-gonflement des argiles, ce qui signifie à la fin qu'une maison individuelle sur deux, et je répète ce chiffre quand même qui devrait nous effrayer, une maison individuelle sur deux est sur une zone possiblement sujette à retrait-gonflement, et 3,1 millions de maisons sont sur des zones à très fort risque. Oui, ce qui signifie qu'en fait, on a une maison sur deux qui est concernée potentiellement avec des sécheresses qui s'aggravent du fait du réchauffement climatique, et savoir que les argiles sont est en fait une terre qui fonctionne un peu comme des éponges, c'est-à-dire que quand elles sont sèches, elles se rétractent, et quand elles sont abreuvées d'eau, eh bien, elles gonflent, de sorte que les maisons individuelles qui n'ont pas de fondation suffisamment profonde bougent avec ce sol, se fissurent, et souvent les fissures apparaissent d'abord petites, puis s'aggravent au cours du temps, et les personnes sont laissées de côté. Voilà. De l'indemnisation, pardon. Sont laissées à part de l'indemnisation. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président, et je merci à ma collègue et aux administrateurs également pour introduire ma prise de parole. Donc sur cette deuxième slide, et je crois que vous en conviendrez tous, l'idée c'est de symboliser la procédure complexe, on pourrait dire même extrêmement complexe, liée quand même à ce phénomène qui est lui-même un aléa très complexe. Et donc, ce qu'on peut en dire, c'est que les dégâts liés à la sécheresse donc, du sol sont pris en charge dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, plus souvent appelé le régime CatNat.
Ce régime a été créé en 1982 et depuis 1989, on considère que le retrait-gonflement des argiles, le RGA, est une catastrophe naturelle au même titre que les inondations, les ouragans et les autres risques naturels. La prise en charge par le régime CatNat donc, est une bonne chose en soi. Dans de nombreux pays européens, le risque sécheresse n'est pas pris en charge du tout, car donc, grâce au régime CatNat, on a une garantie de l'État qui permet de rendre ce risque assurable. Mais la contrepartie, c'est que les procédures sont très lourdes et contraignantes. Et je crois que, vu la carte que l'on a vue avant, dans beaucoup de nos circonscriptions, je pense qu'on y est confronté. Il n'est pas possible de s'adresser à l'assurance directement pour demander une indemnisation. Il faut d'abord que le maire fasse une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour l'ensemble de la commune. Cette demande prend plusieurs mois parce qu'il faut un rapport de Météo France et une analyse d'une commission interministérielle avant que les ministres puissent signer un arrêté dit de reconnaissance. Les critères pour décider si telle commune est reconnue ou non sont très complexes et illisibles, même par les maires. Le territoire national est divisé en carrés de 8 km de côté que l'on appelle des mailles. Ces découpages sont artificiels et n'ont rien à voir avec la délimitation des communes. Comme on peut le voir donc à gauche, la commune de Loches est traversée par 4 de ces mailles. Pour chaque maille, Météo France établit mois par mois un taux d'humidité du sol, donc un indicateur SWI sur le schéma en bas à droite, puis la valeur de chaque mois est moyennée avec la valeur des 2 mois qui précèdent et comparée aux valeurs obtenues au même endroit sur les 50 dernières années. Ne me demandez pas de le répéter par cœur, je vous en prie. On considère qu'il y a une sécheresse représentative d'une catastrophe naturelle quand le taux d'humidité du sol d'une maille est le plus bas ou le deuxième plus bas depuis 50 ans. Alors, le problème, c'est que ces critères sont très restrictifs, mais c'est apparu, et surtout peu adaptés à la réalité des sinistres. Et j'ajoute que les communes qui doivent faire la demande de catastrophes naturelles sont souvent de petites communes qui, par ailleurs, n'ont pas forcément l'ingénierie administrative en capacité de le faire. Donc, le taux d'acceptation des demandes de catastrophes naturelles sur les communes est de 50% uniquement, et les autres communes sont rejetées du régime CatNat, soit parce qu'il n'y a pas assez d'argile sur le territoire en raison de la maille dont parlait Sandra Marceau, soit parce que la sécheresse n'était pas assez forte. Et ça, c'est le critère météorologique sur lequel on va revenir. On voit sur le schéma de droite que le nombre de communes reconnues a chuté d'un coup en 1999. Et c'est l'année où l'on a rajouté le critère météorologique. Ce critère est un critère qui est fondé uniquement sur des modèles statistiques et sur une modélisation du climat. Ce qui signifie qu'il ne se fonde pas sur une mesure concrète, précise et in situ du degré d'hygronomie. Donc en fait, ce critère météorologique a été institué peut-être pas pour, mais en tous les cas a eu pour conséquence une chute considérable de la reconnaissance de catastrophes naturelles. Ces paramètres font souvent la catastrophe naturelle n'est pas corrélée à l'apparition de fissures, enfin qu'il y a plein de dossiers dans lesquels la corrélation est difficile à montrer, même quand la commune est reconnue CatNat. Les conditions d'éligibilité ne sont pas satisfaisantes. En effet, l'arrêté catastrophe naturelle vaut pour la totalité de la commune, mais il s'arrête évidemment à la frontière de la commune, brutalement. On voit dans ce cas-là des maisons qui peuvent être à une rue, mais de l'autre côté de la commune, ne pas être reconnues en catastrophe naturelle et du coup ne pas avoir la possibilité d'être indemnisées. De même, l'arrêté CatNat vaut pour une période stricte de 3 mois et en fait pour l'une des 4 saisons. Sauf que les fissures, elles mettent du temps à apparaître. Les maisons travaillent sur le long terme, parfois sur plusieurs années. Et donc, certains sinistres sont exclus du régime CatNat, malgré l'arrêté de reconnaissance, parce que la chronologie de leur apparition ne correspond pas à la chronologie de l'arrêté, ce qui, évidemment, rend administratif une mesure d'indemnisation qui devrait être beaucoup plus adaptée aux situations concrètes dans lesquelles sont les sinistrés. Alors, la slide suivante donne lieu à la suite du process qui n'est pas satisfaisant, puisque l'arrêté CatNat constituant un premier filtre
qui donc élimine la moitié des communes. Il y a ensuite un deuxième filtre, celui exercé par l'assurance. Une fois qu'une commune est reconnue en CatNat, l'assurance doit vérifier maison par maison que les dégâts ont effectivement été causés par la sécheresse du sol. L'assurance envoie alors un expert qui est chargé d'effectuer cette analyse, mais le rôle de l'expert est souvent contesté, à la fois pour des raisons de compétence et de neutralité. De compétence parce qu'il n'existe aucune règle sur la formation des experts, les pauvres experts, des experts sur la méthode d'expertise, et de neutralité parce que les experts sont payés par les assureurs et qu'ils sont parfois suspectés de ne pas défendre les intérêts des assurés. Ce deuxième filtre écarte encore la moitié des dossiers restants. Donc c'est énorme en fait. C'est ce qu'on appelle le taux de sans-suite, donc avec 53% en moyenne. Dans la moitié des cas, comme on voit sur le diagramme qui est proposé, qui est présenté, l'expert rejette sa demande en raison d'une absence de lien de causalité, entre guillemets, parce que ça on le retrouvera, c'est-à-dire que l'expert va rejeter la responsabilité de la sécheresse du sol et attribuer le sinistre à d'autres facteurs, des défauts de construction, la présence de végétaux qui vont assécher le sol, même si en réalité, en fait, il va falloir les prendre en compte dans les cadres de prévention. Donc pour l'instant, c'est un motif de rejet, mais c'est quelque chose qu'il faudrait absolument prendre en compte. Et la présence d'une fuite dans les canalisations, n'empêche que ça peut être aussi intéressant à bien vérifier à chaque fois. Or, bien sûr, les fissures sont toujours multifactorielles et il est très difficile d'imputer les dégâts à une cause unique. Cela peut donner une impression d'arbitraire et d'inégalité de traitement qui crée beaucoup de frustration et d'incompréhension chez les sinistrés, bien sûr, comme nous l'avons tous rencontré sur le terrain. Alors, une très forte hausse des dépenses liées à la sécheresse. À cause du dérèglement climatique, il y a de plus en plus de sécheresses prolongées, entrecoupées de pluies fortes. Et le schéma de gauche montre l'évolution des dépenses du régime catastrophe naturelle et en particulier l'évolution des dépenses liées à la sécheresse qui sont en marron là sur le graphique. Depuis 2016, la sécheresse est devenue la catastrophe naturelle la plus coûteuse du régime CatNat. Hors les sinistres de voitures. Et le schéma de droite montre l'historique des sécheresses les plus importantes depuis 1989. Et là, vraiment, j'attire votre attention, c'est que hormis la sécheresse de 2003, les 4 sécheresses les plus coûteuses depuis 1989 ont eu lieu depuis 2017. Le coût de la sécheresse de l'an dernier est estimé à 2,9 milliards d'euros, du jamais vu. C'est 50% de plus que la sécheresse exceptionnelle de 2003 et 6 fois plus que le coût annuel moyen des sécheresses depuis 2000, sachant que là, nous sommes encore en situation de sécheresse, après l'été, une sécheresse hivernale, ce qui va de nouveau générer une sécheresse exceptionnelle. Alors, en conséquence, on va dire, de tout ce qu'on vient de dire avant, et particulièrement la dernière slide, la soutenabilité financière du régime CatNat est fragilisée. Du fait de cette augmentation spectaculaire des dépenses sécheresse, cette soutenabilité financière est compromise car ces dépenses augmentent beaucoup plus vite que les recettes. Les indemnités CatNat sont financées par une surprime, un terme extrêmement intéressant puisque nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Donc c'est une prime additionnelle égale à 12% de la prime payée sur l'assurance habitation. Cette surprime couvre la totalité des risques naturels avec un taux unique qui n'a pas évolué depuis 2000. C'est le schéma de gauche. Elle représente en moyenne 24 € par assuré et par an. Comme le régime CatNat est un régime public-privé, la moitié de la surprime va à la Caisse centrale de réassurance qui, en retour, finance la moitié de la sinistralité. Normalement, la Caisse centrale doit constituer des réserves tous les ans qui seront utilisées pour financer les catastrophes exceptionnelles. On renvoie sur le schéma de droite que les réserves de la CCR, donc la courbe verte, ont diminué d'un coup à partir de 2018, parallèlement à la forte augmentation des dépenses sécheresse, la courbe rouge. Les réserves de la CCR sont passées de 4 milliards en 2015 à 3 milliards en 2018 et aujourd'hui elles n'en sont plus que de 2 milliards. Encore une sécheresse comme celle de l'an dernier et les caisses de la CCR seront vides, ce qui obligera l'État à intervenir. Jusqu'à présent, l'État n'est intervenu qu'une seule fois en 1999 et si on ne fait rien, il va devoir intervenir tous les ans et les assurances pourraient fortement peut-être quitter le système parce qu'il sera structurellement déficitaire. Ce serait un véritable échec pour le régime CatNat dans son ensemble.
Alors, si on passe maintenant aux propositions, alors l'essentiel est évidemment la réforme de l'arrêté catastrophe naturelle et des critères de reconnaissance de l'état de cette catastrophe naturelle. Donc, nous proposons d'abord que l'arrêté CatNat implique une présomption de causalité entre l'événement et les sinistres, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus jouer sur l'absence de causalité évidente, donc il y a une présomption de causalité. Aujourd'hui, cet arrêté ne sert qu'à exercer un premier filtre, c'est-à-dire qu'il sert surtout à exclure les communes, mais il ne donne aucun droit, aucune garantie dans les communes reconnues. C'est pour cela d'ailleurs que certains ont voulu le supprimer. Nous voulons que partout où il y a un arrêté CatNat, le lien de causalité soit présupposé et charge à l'expert en fait de démontrer l'inverse, ce qui inverse la charge de la preuve d'une certaine manière. Ensuite, il faut simplifier et assouplir les critères. Il faut diminuer la durée de retour, c'est-à-dire le seuil d'anormalité exigé pour reconnaître une sécheresse comme exceptionnelle. Alors, là-dessus, nous avons eu des débats et nous en aurons d'autres, mais nous proposons de passer la durée de retour de 25 ans à 10 ans, ce qui multiplierait en gros le taux de reconnaissance par 2. Pour simplifier le critère et mieux identifier les pics de sécheresse, il faudrait aussi annualiser l'analyse et ne pas le faire sur le temps qui est actuellement le temps de référence. En plus de cela, nous approuvons la création par ordonnance du 8 février d'un critère alternatif basé sur la fréquence plutôt que sur l'intensité des sécheresses, puisqu'en fait, c'est la différence entre deux états qui crée le mouvement dans les maisons. Enfin, le périmètre de validité de l'arrêté CatNat doit être étendu dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace d'abord, il faudrait qu'à certaines conditions, les communes voisines puissent en bénéficier pour éviter les effets de frontières. Donc si une commune est reconnue CatNat, les autres communes limitrophes pourraient l'être de manière automatique pour que les maisons de l'autre côté de la route puissent être indemnisées. Et dans le temps aussi, l'aggravation d'une fissure devrait être considérée comme un événement nouveau pour éviter les refus d'indemnisation pour des motifs de calendrier, parce qu'il se peut qu'il y ait eu des déclarations de fissures avant l'arrêté CatNat qui empêchent du coup l'indemnisation des sinistrés. Et là, l'aggravation d'une fissure serait un événement nouveau. Alors, pour tout cela, il faut absolument trouver le moyen d'assurer la soutenabilité financière de ce régime. Mais l'élargissement des critères aura, comme vous le comprenez bien, forcément un coût. La Caisse centrale de réassurance a calculé le coût d'une meilleure indemnisation des sinistres dans l'hypothèse maximaliste où on supprime carrément l'arrêté CatNat pour indemniser tous les sinistres causés par la sécheresse, quelle que soit la commune. Selon la Caisse centrale de réassurance, cette réforme aurait d'abord un coût initial de 3,3 milliards d'euros pour rattraper le déficit d'indemnisation passé. Donc sur le tableau, on voit l'effet voiture-balai. Je ne sais pas si c'est inscrit comme ça, mais bon. Puis un coût permanent de 800 millions d'euros par an en régime de croisière. Il n'est pas raisonnable de penser que l'on puisse mieux indemniser les sinistres sans réformer aussi le financement. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'on est plutôt d'accord. Ce financement du régime CatNat. Nous avons voulu faire donc en ce sens un rapport équilibré, complet et réaliste. Actuellement, le fameux taux de surprime est fixé par le ministre de l'économie. Il n'a pas évolué depuis plus de 20 ans. L'idée du rapport, c'est qu'il ne faut pas que le taux augmente par à-coup. De manière brutale et incompréhensible, nous proposons de fixer une règle de revalorisation automatique du taux en fonction de la sinistralité des années précédentes. Le taux serait fixé de sorte que le régime CatNat soit légèrement bénéficiaire pour qu'il puisse faire face, le moment venu, à une catastrophe vraiment majeure. La première année, le taux passerait à 17% environ, selon les calculs que l'on a faits et qui ont été d'ailleurs proposés dans les différents rapports, puisque tous les acteurs ont travaillé sur ce sujet, il faut le dire, avec des propositions extrêmement précises, ce qui nous a quand même bien rendu service dans nos propositions, soit une hausse de 10 euros par assuré. Et c'est soit ça, soit un jour le taux passerait par exemple d'un coup à 24%, donc de l'assurance habitation, comme cela apparaît dans le tableau de la CCR. En complément, nous proposons de rééquilibrer les relations entre l'État et les assurances pour éviter de créer une rente en faveur du secteur privé et être sûr que la Caisse centrale pourra reconstituer des réserves, ce qui est sa mission. Alors,
il ne suffira pas d'augmenter le taux de surprime, et ça aussi, ça fait l'objet de beaucoup de discussions entre nous, mais il faut aussi limiter l'augmentation des dépenses en maîtrisant les conditions particulières d'indemnisation, et c'est là qu'évidemment on touche le point sensible de cette affaire. Donc nous proposons 3 pistes pour réduire les dépenses. La première, ce serait d'exclure certains biens sinistrés, les maisons qui n'ont pas respecté les dernières normes de construction, puisque dans ces cas-là, ce serait la garantie constructeur qui pourrait prendre en charge. Et aussi les dépendances non habitables de type piscine ou cabane dans le fond du jardin. La deuxième, ce serait d'obliger l'assuré à utiliser effectivement son indemnité pour réparer les sinistres, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et alors, ça peut sembler évident, mais il y a vraiment des sinistrés qui ne l'utilisent pas, et cette indemnité devrait être plafonnée à la valeur de reconstruction à neuf, et non, comme c'est parfois le cas, à la valeur vénale, c'est-à-dire à la valeur de marché. Avec l'idée qu'on agit vraiment sur les défauts structurels et non pas sur la valorisation par l'emplacement de la maison. Ensuite, la troisième proposition, c'est la plus difficile, audacieuse, tout ce que vous voudrez. Donc, il s'agirait d'augmenter la franchise, puisqu'on ne peut pas moduler le taux en fonction de l'exposition au risque, et qu'il faut bien que des personnes très exposées puissent participer un peu plus que celles qui ne sont pas exposées du tout. Surtout que grâce à nos propositions, elles auront bien plus de chances d'être indemnisées. Donc, par exemple, la franchise serait de 10%, avec, pourquoi pas, un niveau plancher. En contrepartie, nous proposons que le reste à charge soit remboursé en fonction des revenus du sinistré, ce qui signifie de faire un fonds particulier de compensation. Comme ça, les foyers modestes pourraient n'avoir aucun reste à charge. Et nous voulons aussi rembourser la franchise pour les personnes qui avaient mis en place des mesures de prévention à leurs frais, ce qui serait aussi une mesure incitative. Cette réforme permettrait donc à la fois d'améliorer l'équilibre du régime CatNat, de diminuer le coût pour les sinistrés modestes et de responsabiliser l'ensemble des assurés. Alors, ce que nous proposons dans le rapport, vous avez compris, c'est un pack avec plusieurs étapes qui sont relativement comme indissociables, on le pense, les unes des autres. Un autre aspect, c'est responsabiliser les constructeurs. Cette responsabilisation serait aussi un moyen de réduire les dépenses du régime CatNat. Donc, on vous explique tout ça dans un joli schéma. Merci Guillaume. Les constructeurs sont aujourd'hui complètement déresponsabilisés, comme on nous l'a bien expliqué en audition. Ça va vraiment leur plaire que je dise ça, mais bon, je l'ai dit. Il y a une garantie décennale, mais comme son nom l'existe, elle ne s'étend que sur une période donc de 10 ans, et surtout, elle ne couvre que les fissures graves. De plus, il arrive que le régime CatNat intervienne durant les 10 premières années à la place de l'assurance construction, alors que ça n'est pas censé être le cas. Nous proposons donc deux éléments, deux choses. Déjà, clarifier le fait que pendant la période décennale, c'est toujours à l'assurance construction d'intervenir pour les fissures structurelles. Ensuite, étendre la responsabilité du constructeur au-delà de 10 ans, quand l'assurance construction avait refusé de prendre en charge une fissure au motif qu'elle était trop petite et que cette fissure s'est aggravée par la suite. Alors, on passe maintenant au volet amélioration de la qualité des travaux de réparation. Alors ça, c'est un gros sujet aussi, parce qu'il se trouve qu'il y a des travaux de réparation qui sont faits et qui, derrière, ne garantissent pas que les fissures ne réapparaissent pas, ce qui signifie qu'il y a des personnes qui ont plusieurs sinistres sur plusieurs années. Donc, il faut pour cela travailler sur l'expertise et sur le panel des solutions que peut proposer l'assurance, sachant que, comme ça a déjà été dit, l'expertise, c'est un énorme sujet, parce qu'il n'y a pas d'expert qui soit spécialisé sur le retrait-gonflement des argiles, ce qui signifie que voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc d'abord, il est important que les fissures structurelles soient prises en charge dès leur apparition, sans attendre qu'elles s'aggravent. Et l'ordonnance du 8 février est ambiguë sur ce point, puisqu'elle réserve l'indemnisation aux fissures, et je mets des guillemets, susceptibles d'affecter la solidité du bâti. Mais on ne sait pas clairement à quel stade ces fissures sont prises en charge et à quel stade elles sont considérées comme susceptibles d'affecter la solidité du bâti. Et ensuite, la qualité de l'expertise qui sert à recommander des travaux doit être, elle, améliorée. Pour cela, nous proposons que soit l'assurance ait recours à un expert agréé,
Alors, il n'existe pas d'experts agréés aujourd'hui, donc il faudrait créer un agrément pour les experts spécialisés sur la question des RGA, soit qu'elle ait recours à une étude de sol spécifique adaptée au sinistre sécheresse. Cette réforme permettra de limiter les travaux palliatifs de type agrafage, souvent inutiles, et de faire plus souvent des reprises en sous-œuvre, ce qui quand même est aujourd'hui les travaux les plus efficaces sur les fissures liées au RGA. Enfin, il faut modifier la loi pour que les assurances aient la possibilité de financer non seulement des travaux de réparation, mais aussi des mesures de prévention, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et enfin, en complément, nous proposons de créer un fonds de solidarité nationale. C'est une des mesures, sinon la plus importante, une des mesures très importantes que nous proposons. Ce fonds serait financé à parts égales entre par l'État et par les assurances via une taxe affectée sur les fameuses surprimes que nous proposons d'augmenter. J'insiste un petit peu sur ce sujet qui peut être un vaste sujet budgétaire. Ce fonds aurait 3 missions. D'abord, prendre en charge le stock de sinistres abandonnés depuis 20 ans. On dit stock, mais c'est un véritable stock qu'on se traîne un peu, et malheureusement avec les gens, leur maison comme un peu un boulet. Pour rappel, la Caisse centrale de réassurance évolue ce stock à 3,3 milliards. Il ne s'agirait pas de tout financer, bien sûr, mais on pourrait cibler prioritairement les sinistres graves et les foyers modestes. Ensuite, autre mission, ça serait de cofinancer des mesures de prévention pour réduire la sinistralité future. Il existe des mesures de prévention très prometteuses développées par le CEREMA, mais j'ai envie de dire tout le monde s'y met un petit peu. Les assurances aussi prennent conscience de ça. Enfin, comme expliqué tout à l'heure, il y a quelques instants, ce fonds pourrait rembourser en totalité ou en partie le reste à charge des assurés dans un objectif d'équité sociale, mais aussi d'incitation et de responsabilisation. En conclusion, nous proposons donc des solutions, nous le croyons, concrètes, et on en est même persuadé, complètes, crédibles et cohérentes, qui permettront à la fois de mieux indemniser et de mieux prévenir, et cela pour un coût raisonnable qui sera supporté équitablement par les différents acteurs. Merci. Bien, je vous remercie, mesdames les rapporteurs, pour cette contribution complète, détaillée, précise et chiffrée. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour des questions, Ou une intervention, un témoignage. Oui, un témoignage, si vous voulez. Ouais, allez-y, Madame Vignon. Merci, Monsieur le Président. Moi, ce sujet m'intéresse vivement. Je vis en Haute-Garonne et vous avez compris lorsque vous voyez la carte que Toulouse et sa région sont largement affectées par le gonflement et le retrait des argiles. Alors, je trouve très intéressant que vous ayez travaillé ensemble là-dessus. Je suis complètement d'accord sur votre intervention concernant les experts, parce que là, il y a un vrai problème, de mon point de vue, un vrai problème. Et j'ai quand même 2-3 choses à dire, parce que je vois régulièrement dans des permanences parlementaires des habitants qui viennent me poser des questions. Et en matière de construction, les maisons, en tout cas je parle en Haute-Garonne, ont tendance à être sur pieux. Évidemment, les maisons qui ont 30 ans n'étaient pas construites sur pieux. Donc j'ai des habitants, j'ai des gens en tête qui ont carrément le sol de leur salle à manger qui est descendu de 20 cm, enfin de 10 cm. Bon. Et on leur dit, on ne peut pas vous indemniser, c'est parce que ça a été mal construit. Oui, mais enfin, ça a été construit il y a 25 ans. Et donc de ce fait, quid, enfin, et on ne les indemnise pas. L'expert refuse en disant, bon, c'est mal fait. Alors, j'ai une remarque simplement à faire sur l'histoire de la décennale des constructeurs de maisons individuelles. Si la maison est construite sur pieux, elle ne bouge pas. Là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les clôtures, vous savez que quand on fait les lotissements, en général, on construit la maison et puis, 5 ans après, on fait la clôture. Alors, j'ai jamais vu une clôture construite sur pieux. Et la clôture, elle peut faire des mètres et des mètres et des mètres. Et justement, en tout cas dans mon coin, vous avez la moitié des clôtures qui se fissurent, etc. Même si la fondation a été ferraillée, pas de problème.
Et là, la décennale ne marchera pas. Et obliger le constructeur à faire la clôture, pour des raisons en général financières, le propriétaire ne souhaite pas faire la clôture tout de suite, il le fait quand il a un peu de sous pour le faire. Donc là, je m'interroge parce que, en tout cas, près de chez moi, des clôtures sont détruites. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire par rapport à ça. Merci en tout cas du sujet que vous avez abordé qui est essentiel. Je ne vais pas intervenir dans votre rapport, je n'ai pas cette outrecuidance. Je laisse la parole au collègue Davy. Bah, merci en tout cas pour ce rapport. Alors moi je ne connais pas très bien ce sujet, mais je vais vous lire quelques réflexions. D'abord le retrait, donc gonflement du gonflement et retrait et gonflement des argiles est une question importante, vous l'avez dit, parce que la moitié des maisons peuvent être concernées à un moment donné. Mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça peut être un sujet important parce que c'est un cas quasiment paradigmatique. C'est-à-dire que ça nous permet de réfléchir à comment on s'adapte au changement climatique. Et du coup, moi, la première réflexion, puisque moi je travaille longtemps sur l'adaptation au changement climatique, alors sur d'autres sujets, hein, c'est les forêts, mais les forêts, on s'intéresse au sol, donc je connais quand même un peu ces questions-là, c'est qu'on ne se projette pas vraiment, j'ai l'impression, dans le futur, dans tout ce que vous avez montré. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas au fait que, en réalité, les conditions climatiques du futur vont plus du tout être les mêmes que les conditions climatiques actuelles. Et donc, y compris toute la façon de traiter le risque tel qu'il est pensé aujourd'hui, c'est-à-dire un risque comme c'est un aléa qui, voilà, et ben on ne pense pas de la même façon si en réalité toutes les conditions vont changer. Et si l'aléa revient tous les ans, c'est pas du tout la même façon de penser le système assurantiel que si l'aléa revient tous les 2 ans. Voilà. Donc moi, c'était un peu ça la première piste de réflexion, c'est comment on fait dans un contexte complètement de changement climatique pour s'adapter et adapter l'ensemble du système. Et vos propositions proposent quelques pistes, mais j'ai l'impression que le cadre n'est pas complètement repensé, en fait. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous parlez du recours et du fait qu'il y ait peu de gens qui se retrouvent indemnisés, ça me fait toujours penser au fait qu'on a un problème à l'accès des droits dans ce pays, à la complexité pour accéder aux droits. Alors c'est vrai dans les droits sociaux, mais là c'est sur un autre type de droit. Et donc là encore, moi ce qui me semble important, c'est notamment puisque finalement avec le changement climatique, on va se retrouver avec ce cas, un très grand nombre de gens qui vont se retrouver dans cette situation, c'est comment on change aussi de paradigme pour que finalement on ne soit pas dans une lutte perpétuelle, dans une administration sans fin pour avoir le droit à un truc, à une indemnisation qui n'est pas forcément d'ailleurs à la hauteur, si j'ai bien compris, puisque le taux d'indemnisation n'est pas du tout pensé en fonction des besoins, mais il est pensé en fonction des moyens et pas des besoins des gens. Et donc là, le dernier point, c'est finalement, est-ce qu'il ne nous faudrait pas l'équivalent d'un service public sur ces questions-là ? Hein, je pose ça, ou d'une délégation de service public, mais ça, vous le posez quand même cette question-là avec les propositions 20 et 21, puisque l'idée c'est quand même à un moment donné, on doit être sûr d'un certain nombre d'experts qu'il faut former. Et là, ça veut dire qu'il faut des filières de formation. Des pédologues, on en a de moins en moins. C'est un problème en forêt. Donc j'espère qu'on va en trouver des gens experts des sols qui peuvent travailler là-dessus. Et puis dans le bâtiment, on voit bien avec la rénovation thermique qu'on manque aussi de professionnels. Donc on a vraiment toute une filière à réfléchir. Et je ne comprends pas comment, finalement, ça ne pourrait pas être relativement simple si on avait un vrai service public. On peut avoir un expert qui passe et qui dit, bah oui, vous avez le droit à tel type comment on appelle ça, d'indemnisation, merci Hugo. Vous avez le droit à tel type d'indemnisation, et puis vous avez tel revenu, donc votre indemnisation est à tel niveau. Ça paraît, vu le problème et l'ampleur du problème, on se dit que si on prenait les questions autrement, d'abord en se disant c'est quelque chose de systémique et on a besoin d'une réponse puisque c'est quelque chose de systémique fait par l'État et bien piloté par l'État. Alors en cohérence avec le système assurantiel, hein, évidemment, mais j'ai l'impression qu'il faut changer de paradigme au vu de ce qui nous attend et que c'est assez, encore une fois, paradigmatique par rapport à toutes les questions liées à l'adaptation au changement global. Merci, je laisse la parole à Cécile Untermeyer, à moins que vous vouliez répondre, parce que parfois pour la clarté des échanges, comme vous voulez, mesdames. Ouais, moi, je pense qu'on est un petit peu Allez. tous sur le même champ, parce que je ne dis pas le champ d'argile, mais le champ des procédures. Vous avez bien mis en avant quand même. Moi, je vous remercie vraiment pour cette étude, parce qu'elle est vraiment prégnante dans tous nos territoires. C'est une question qui revient régulièrement et on est assez désarmé et assez triste de voir nos concitoyens se démener dans un champ de procédure en sachant qu'on ne va pas y arriver.
Voilà. Donc je crois qu'il faut quand même se poser vraiment la question de savoir si la procédure sert à quelque chose ou pas, plutôt que cette gesticulation qui finalement fait plus de mal que de bien et n'aboutit pas. J'ai bien aimé le slide qui parle des procédures, c'est une complexité incroyable, mais elle est incroyable pour l'État aussi, hein, qui ne se ménage pas, qui ne ménage pas sa peine pour ses procédures, mais elle l'est aussi pour les personnes qui demandent avoir un accès à réparation, parce qu'elles sont dans des situations catastrophiques. Moi, j'ai des personnes âgées qui vivent dans des maisons où vous avez des trous et on voit à l'extérieur comme dans une fenêtre. Et on n'a toujours pas la solution. Et quand on a la solution, et quand on arrive enfin à avoir l'expert, celui-ci nous dit la rangée de mimosas que vous avez plantée le long du mur a posé problème. Voilà. Quand on sait comment pousse un mimosa, on s'étonne quand même qu'un expert, et là je rejoins l'agrément nécessaire, je pense que là il faut vraiment se poser la question. Alors, sur les procédures, je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus parce que les gens meurent de ces procédures actuellement et c'est un vrai problème. Ça éloigne les gens du droit. Donc, soyons extrêmement conscients et sévères sur des procédures inutiles. Voilà, vraiment. Je crois qu'on ne sait pas faire en France quelque chose de simple. On va toujours, pour ajouter un droit, créer une procédure qui, en fait, éloigne la personne de ce droit. Ça, c'est ma première observation. Je pense que ce sont aussi des procédures dilatoires. Et on les sait dilatoires, mais on sait qu'il faut quand même les faire, parce que si on ne les fait pas, alors de toute façon, c'est vraiment terminé. Donc on les fait en sachant qu'on ne va pas y arriver. Enfin, moi, j'ai un peu ce sentiment-là. Et donc, il me semble qu'il faut absolument revenir là-dessus et avoir un discours de vérité. Si l'assurance ne peut pas prendre en charge, qu'elle ne fasse pas semblant de pouvoir le faire et de multiplier les experts qui ont un coût en réalité. Parce que ces experts qui viennent sur les lieux avec le contre-expert renchérissent en fait le dossier. Et l'argent finalement qui est mis dans l'expertise, il n'est pas mis dans la maison. Donc je crois qu'il faut qu'on ait, par rapport à l'expertise, vraiment une politique beaucoup plus sévère qu'on ne l'a eue. D'une part, je pense que sur l'agrément, mais également sur la déontologie. Je crois qu'il y a un problème d'éthique dans le monde de l'expertise qui devient extrêmement problématique. C'est vrai ici pour les CatNat, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines. Alors, vous avez parlé de prévention. Je pense que c'est très bien que l'assurance prenne en charge la prévention. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par les actions de prévention. Et puis, ma dernière question, parce que le problème est devant nous et il est massif, quels sont, en matière notamment de règlement d'urbanisme, est-ce qu'il n'y a pas à prévoir des dispositions et j'avoue que je suis un peu interrogative par rapport à cela. Est-ce qu'on va continuer à construire en sachant que dans 10 ans, on aura ces problèmes puisque de toute façon, la sécheresse est devant nous? Ou est-ce qu'on est en capacité de prendre des mesures au niveau d'un SCOT comme au niveau d'un PLU pour réfléchir à cette question? Est-ce qu'on ne doit pas, dans une étude d'impact, avant d'adopter un PLU, obliger les collectivités à s'interroger sur cette question? Enfin, c'est une suggestion que je fais. Je n'ai pas la spécialité que vous avez, vous, maintenant, de ce sujet, mais je tiens à vous remercier parce que je pense que c'est une opération très importante et moi, je vais diffuser ce travail à l'ensemble des maires de ma circonscription. Merci, je laisse la parole à la collègue Amrani. Merci beaucoup pour cette présentation qui est effectivement très claire. Moi, j'avais une question justement sur l'urbanisme, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, on parle de maisons individuelles, mais il n'y a pas que ça. Moi, je le vois dans ma circonscription, on autorise des promoteurs à construire sur des terrains en fait argileux, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'exemple en tête. Un bâtiment qui n'est pas très haut, qui est un R+2 ou 3 de mémoire, qui a été construit il y a 2 ans. Les fissures sont déjà énormes. Donc, qui prend en charge? Parce que là, aujourd'hui, il y a une bataille qui se fait. Donc, c'est un syndic. Donc, le syndic, c'est le syndic encore du promoteur qui est encore là. Et voilà. Donc là, il y a un gros souci. On sait que c'est à cause du sol argileux, mais est-ce que vous en avez tenu compte, notamment pour les immeubles? Parce que la question se posera énormément, je pense, pour les immeubles. Ok.
Ok, mais je vais vous laisser, mesdames les rapporteurs, apporter toutes les précisions. Je me posais moi-même une question, là, je relayais en disant, mais quand on a un litige comme ça, est-ce que c'est soi-même qu'on doit se retourner vers son constructeur, ou est-ce que c'est quand notre assureur nous a dit, bah non, c'est la responsabilité du constructeur, qui lui-même, en tant qu'assureur, se retourne vers l'assureur du constructeur? Ou coûte le... Bon, bon. Sachant que du point de vue du citoyen, de celui qui a sa maison qui est fissurée, il a envie d'avoir pas 36 000 interlocuteurs et 36 000 démarches à faire, quoi. Voilà, peut-être qu'on va commencer par la question de ces démarches. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment, pendant les auditions que nous avons faites, que parfois les démarches administratives et leur complexité servaient aussi à moins indemniser. Enfin, je pense qu'il ne faut quand même pas totalement se voiler la face là-dessus. Donc là, ça, c'est une première réponse. C'est pour ça qu'on propose une facilitation des démarches administratives. Sur les règles d'urbanisme, ça existe déjà maintenant. Il y a une prévention qui est faite. Et donc on ne peut plus construire de la même manière et c'est la loi Elan qui a modifié cela. Moi je voudrais juste insister sur plusieurs choses, c'est que en fait l'État, et peut-être ça renvoie à votre réponse, c'est que l'État a vraiment une responsabilité en fait dans les effets du RGA, puisque l'essentiel des maisons qui sont concernées sont non pas des maisons anciennes qui en effet ont été construites sur des pieux, mais plutôt des maisons de lotissement, même si les ministères ne sont pas d'accord là-dessus. Mais enfin, quand on visite les maisons, on voit bien que les maisons les plus impactées sont les maisons des années 70-80, c'est-à-dire des maisons de lotissement type Phoenix qui ont des fondations très faible. Ceci dit, aujourd'hui on en est là, ça risque quand même d'évoluer puisque les chercheurs nous ont dit que là, compte tenu des taux de sécheresse exceptionnels que nous vivons actuellement, ils constatent une sécheresse dans la couche d'argile bien plus profonde que même les 1 mètre ou les 2 mètres, ce qui signifie qu'il va falloir aller chercher soit très profond, soit faire des mesures de prévention. Et c'est quand même très étonnant qu'il n'y ait aucune mesure de prévention sur le RGA. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de recherche, ou très peu, ou financée par les organismes eux-mêmes. Il n'y a pas de fonds d'aide à la prévention des dommages liés au RGA. Et donc, je pense qu'il y a quand même... nous avons constaté, en tous les cas, dans notre rapport, qu'il manquait, en effet, l'idée qu'on doit anticiper, et anticiper à la fois sur l'importance du réchauffement climatique, mais aussi sur les effets sur les maisons. Et là, il n'y a pas d'anticipation. Et parfois, moi, en tous les cas, j'ai eu l'impression vraiment qu'on se mettait la tête dans le sable là-dessus en se disant, bon, ben voilà, on va modifier un petit peu la manière d'indemniser, puis ça va aller. Et voilà. Alors, on propose quand même un changement d'échelle qui permet au moins de voir les prochaines années de manière beaucoup plus sereine. Et peut-être je terminerai là-dessus sur le fait qu'il y a... sur les clôtures. Alors ça, c'est un des débats, c'est que en fait... si on indemnise la totalité, alors on va vers une explosion potentielle des dépenses, vraiment. Donc là, on s'est plutôt concentré sur une plus grande répartition, sur un plus grand nombre de foyers véritablement indemnisés et véritablement, avec des maisons véritablement réparées en profondeur, de sorte qu'on élimine le risque au moins pour un certain temps. Et la compensation de cela, c'est que du coup, les murs de clôture où les piscines ne sont pas couvertes. Mais à un moment, la question, c'est qu'est-ce qu'on préfère, en fait. Et nous avons préféré assurer le bâti et assurer de véritables solutions sur le bâti plutôt que de protéger les murs de clôture. Oui, alors il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de réponses déjà. Donc, sur les adaptations futures et le lien avec l'urbanisme, il se trouve que moi, je suis urbaniste, en fait, et que j'ai beaucoup travaillé dans ces secteurs-là. Et je dois vous avouer que j'ai beaucoup tartiné de lotissement et je ne suis pas fière de moi. Je travaillais pour des collectivités. J'ai freiné beaucoup, par contre. La lutte contre l'étalement urbain, je l'ai ressentie et j'ai essayé de l'appliquer beaucoup. Mais dans les documents d'urbanisme, on est censé recenser tous les documents. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore une quinzaine, vingtaine d'années, les cartes dites d'aléas, retrait, gonflement des argiles étaient pas très fine et c'était un risque qui n'était pas un risque au titre d'un plan de prévention des risques, c'est-à-dire qui interdisait avec un règlement par zone, tout ça. Donc aujourd'hui, les cartes du BRGM sont beaucoup plus fines, les études sont beaucoup plus fines. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut arrêter de construire dans ces zones-là parce que j'ai envie de dire tout notre grand sud-ouest auquel on tient, voilà.
le Midi toulousain, je pense qu'il a fortement participé à beaucoup urbaniser. On pourrait en reparler aussi, j'ai mon avis là-dessus. Je crois qu'il faut surtout responsabiliser tout le monde, y compris ceux qui font des documents d'urbanisme, c'est-à-dire évidemment les bureaux d'études qui conseillent. Parce que moi, c'était ma partie, mais il faut le dire, hein, les élus. Hein, moi, je le dis, pardon, mais je dis pas que c'est de leur responsabilité. Je dis que c'était un aléa qu'on connaissait mal, je pense aussi, et que la précipitation des dernières années doit absolument alerter. Enfin, je veux dire, c'est essentiel. Et à l'heure où on doit faire l'aménagement du territoire, ben, moi, je serais pour une grande politique d'aménagement du territoire. J'en ai souvent parlé avec certains, voilà, mais dans cette salle d'ailleurs. Et donc, je crois qu'il faut se dire que les outils existent en fait dans les documents d'urbanisme. Il faut veiller que la liste des risques et dans l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, ça doit être pris en compte. Les outils existent, il faut le faire. Donc après, ben, si le document n'est pas attaqué, si plein de choses, ben, j'ai envie de dire, ça passe peut-être à la trappe, voilà. Et puis effectivement, la loi Elan donne une obligation d'une étude de sol, mais qui a des failles, et on propose dans le rapport de réformer ça. Voilà. Et les failles, c'est les constructeurs qui, ils contournent, pas que les promoteurs, hein, mais pas que la grosse promotion en fait. Je pense que c'est peut-être par méconnaissance ou par facilité, parce que même ça leur fait beaucoup d'administratif, il faut dire les choses aussi. Mais ils contournent en fait le fait de faire des fondations à une certaine profondeur, et comme ça, ils n'ont pas à se considérer comme responsables. Voilà. Sur l'expertise, ben oui, on propose une certification nécessaire. Et c'est vrai que la présomption de causalité, mais ça je crois que vous l'aviez dit dans la présentation, ben ça va inverser les choses. En tous les cas, c'est ce qu'on souhaite. Après, sur les garanties, là, la personne, le propriétaire qui serait concerné, vers qui il peut se retourner. Donc, il y a deux types d'assurance obligatoire dans le cadre des constructions. Il y a la responsabilité civile décennale et l'assurance dommage ouvrage. Et en cas de sinistre, le propriétaire doit s'adresser à l'assurance dommage ouvrage, qui verse immédiatement l'indemnité avant de se retourner contre l'assurance responsabilité civile du constructeur. Cela, sans doute, après moult aussi allers-retours, bien sûr, c'est ça qui est compliqué. Voilà. Et puis, les personnes qui ne sont pas indemnisées, ma collègue a dû partir, mais on propose plusieurs choses. C'est de pouvoir faire en sorte qu'un dossier puisse être représenté, mais dans certaines conditions. C'est-à-dire, si c'était des micro-fissures, je me trompe, parce que je crois que je l'ai déjà dit, il m'a déjà dit que c'était pas ça. Moi, j'aurais bien voulu que ça soit ça. Bon, c'est pas ça. Non, mais en tous les cas, pour les personnes qui ne sont pas indemnisées, c'est plutôt le fonds de solidarité, alors. Ah, merci. J'ai quand même une réponse. Non, c'est notre proposition. Donc, il faut qu'on pousse tous ensemble. En fait, c'est une conclusion. Il faut qu'on pousse tous ensemble. Je complète juste sur deux aspects, c'est que sur le service public, parce qu'on a refusé de sortir l'indemnisation des sinistrés du RGA du régime CatNat, et que c'était un choix que l'on a fait précisément parce que l'État a une responsabilité, parce qu'il a urbanisé des zones, etc. Et, que, voilà. Et aussi parce que vu l'ampleur des financements, si c'était les assureurs privés, ben, on n'aurait eu aucune indemnisation. Sur l'immeuble, s'il est inférieur, si sa date de construction est inférieure à 10 ans, alors c'est la garantie constructeur. Et surtout, il doit respecter les normes Elan, qui normalement sont des normes qui protègent quand même. Donc là, je pense que c'est la garantie constructeur vers laquelle il faut se tourner. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des collègues qui veulent s'exprimer ou poser des questions? Oui, profitez-en. Alors, on a tout le temps devant nous. C'est assez rare à l'Assemblée nationale, donc... Juste une dernière petite parole, parce que vraiment j'ai rencontré des maires de petites communes qui sont débordés par cette affaire, parce que notamment ils n'ont pas les services administratifs leur permettant, en étant impartis, de faire une déclaration de demande de catastrophe naturelle, et que là on a vraiment un problème d'ingénierie dans les petites communes où on leur demande de le faire, et souvent c'est le maire qui entre le 15 juillet et le 15 août ou entre le 15 août et le 1er septembre fait tout seul dans son coin son dossier CatNat, et je pense que ça participe aussi du fait qu'il y en ait si peu qui soient reconnus comme ça.
Ben, pour l'instant, c'est la responsabilité de la commune, donc l'état actuel de la réglementation. On pourrait imaginer que ce soit l'intercommunalité, mais ça, on ferait un rapport pour faire des propositions en la matière, même si il y avait quand même la promesse que l'Agence nationale de cohésion des territoires soit aussi au service des petites communes pour l'ingénierie en général. Bon, voilà, donc ça, je vous laisserai creuser ces éléments-là. D'ailleurs, il nous faut maintenant, si vous êtes d'accord, autoriser la publication de cet un très intéressant rapport et utile. Donc, qui s'oppose à la publication de ce rapport? Qui est pour? Qui s'abstient? Bon, le rapport est donc adopté à l'unanimité. Enfin, je vous propose, avant qu'on ne se quitte, de décider de lancer le suivi de l'évaluation de la lutte contre la contrefaçon, dont la publication date du 9 décembre 2020 et d'en désigner les rapporteurs. Pour ce rapport de suivi, nous avons reçu les candidatures de M. Christophe Blanchet pour le groupe démocrate, déjà co-rapporteur de l'évaluation initiale, et de M. Kevin Mauvieux pour le groupe du Rassemblement national. Sauf opposition de votre part, il en est... Ah, bon. Eh ben, on va réexpliquer la procédure de candidature, mais voilà, sauf opposition de votre part, il en est décidé ainsi. Je vous remercie, je lève la séance en vous donnant rendez-vous le 6 avril pour l'examen du rapport de suivi de l'évaluation relative à l'accès aux services publics dans les territoires ruraux, sujet éminemment important également. Merci à toutes et à tous.